lu et signé. Lu et signé. Lu Et signé. Lu, lu lu et signé. lu Lu et signé. Lu et signé. Quand, à la tombée de la nuit, le train les déposa enfin au bord d'un des lacs, Lydia fut bien aise de n'avoir pas, comme d'habitude, à passer d'une solitude dans une autre. Leur perpétuel voyage, depuis 1 an, avait ressemblé à une fuite de proscrits, à travers la Sicile, la Dalmatie, la Transylvanie et l'Italie méridionale. Ils avaient tacitement persisté à éviter leurs prochains. L'isolement, d'abord, avait donné une saveur plus profonde à leur bonheur, comme la nuit donne plus d'intensité au parfum de certaines fleurs. Mais, dans la nouvelle phase où ils entraient, le plus vif désir de Lydia était qu'ils ne fussent plus exposés de cette façon anormale à l'action mutuelle de leurs pensées. Elle frémit pourtant lorsque la masse illuminée de l'élégant hôtel anglo-américain dressa sur la rive, devant le bateau qui avançait, tout ce qu'il représentait d'ordre social. Liste des voyageurs, services religieux et douce inquisition de la table d'hôte. Le fait seul que, dans quelques minutes, elle figurerait sur le registre de l'hôtel sous le nom de Mrs. Gannett semblait affaiblir le ressort de sa résistance. Ils avaient eu l'intention de ne passer là qu'une seule nuit, en route pour un village perché parmi les glaciers du Mont Rose. Mais dès son premier pas dans la lumière publique de la salle à manger, Lydia éprouva le soulagement d'être perdue dans une foule, de ne plus être, pour un moment du moins, le point de mire de Gannett. Et sur le visage de celui-ci, elle saisit le reflet de son propre sentiment. Après le dîner, elle remonta, mais Gannett entra dans le fumoir. 1 ou 2 heures plus tard, assise dans l'obscurité de la fenêtre, elle entendit en bas le son de sa voix et le vit arpenter la terrasse avec un autre fumeur à son côté. Quand il remonta à son tour, il lui dit qu'il avait discuté avec l'aumônier de l'hôtel, un très brave homme. Quel monde en miniature que ces hôtels! La plupart des gens vivent là tout l'été, puis ils émigrent en Italie ou sur la Riviera. Les Anglais sont les seuls qui sachent mener avec dignité ce genre de vie. Ces vieilles dames à voix douce, drapées dans leur châle du Shetland, emportent avec elles, pour ainsi dire, l'Empire britannique, civis Romanus sum. Ce serait une curieuse étude. Il y aurait peut-être là de bons éléments pour moi. Il était debout devant elle, avec ce regard vif et préoccupé du romancier sur la piste d'un sujet. Et ce fut pour elle un nouveau soulagement, mêlé de quelques chagrins, de constater que pour la première fois depuis qu'ils étaient ensemble, il s'apercevait à peine de sa présence. « Pensez-vous pouvoir écrire ici ?»« Ici, je n'en sais rien, » répondit-il en baissant les yeux. Après être resté si longtemps loin de tout, les premières impressions sont nécessairement très fortes. Je vois déjà une 12aine de filons à suivre. Il s'arrêta, un peu embarrassé. « Alors, il faut les suivre ? Nous resterons, » déclara-t-elle avec une résolution subite. « Rester ici ?» Il la regarda tout étonné, puis il marcha vers la fenêtre et ses yeux plongèrent dans la nuit paisible du jardin. « Pourquoi pas ?» demanda-t-elle sur un ton d'irritation voilée. « Cet endroit est plein de vieilles chattes qui potinent avec le chapelain. »« Seriez-vous bien aise ? Naturellement, ce serait autre chose si... » Elle s'enflamma. « Que voulez-vous que cela me fasse ? Cela ne les regarde pas. Non, bien entendu, mais vous n'arriverez pas à le leur faire admettre. Elles peuvent penser ce qu'elles voudront. » Gannett la regarda hésitant. « C'est à vous de décider. »« Nous resterons, » dit-elle encore. Gannett, avant qu'ils se fussent rencontrés, s'était fait un nom comme auteur de nouvelles et d'un roman qui avait eu l'honneur d'être largement discuté. Les critiques avaient déclaré qu'il promettait beaucoup. Et Lydia s'accusait maintenant d'avoir trop longtemps interrompu l'accomplissement de ses promesses. Au début, et n'y avait-il pas là une particulière ironie,
Il lui avait maintes fois juré que ses facultés latentes n'atteindraient leur plein développement qu'auprès d'elle. Cette assurance avait presque donné à la conduite de Lydia la dignité d'une vocation. Il y avait eu des moments où elle s'était sentie incapable d'assumer devant la postérité la responsabilité de borner sa carrière. Et cependant, il n'avait pas écrit une ligne depuis qu'ils étaient ensemble. Son premier désir d'écrire avait jailli au contact repris avec le monde. S'était-il donc trompé? Le choix le plus intelligent a-t-il des effets plus désastreux que les aveugles combinaisons du hasard? Ou bien y avait-il pour elle une réponse encore plus humiliante à ses perplexités? Cette soudaine impulsion d'activité coïncidait trop exactement avec le désir qu'elle-même éprouvait de se soustraire à l'observation de Gannett. Elle se demandait s'il ne recherchait pas, lui aussi, un refuge contre d'intolérables problèmes. « Il faut vous mettre au travail demain !» s'écria-t-elle, et elle dissimula le tremblement de sa voix dans un rire en ajoutant « Je me demande s'il y a de l'encre dans l'encrier. » Sans compter le reste, à l'hôtel Bellosguardo, comme disait la vieille Miss Pinsent, on avait un certain ton. C'est à Lady Suzanne Condit qu'on devait cet inestimable bienfait. Dans l'opinion de Miss Pinsent, il venait même avant les terrains de tennis et l'aumônier attaché à l'établissement. La visite annuelle de Lady Suzanne faisait de l'hôtel ce qu'il était. Miss Pinsent aurait été la dernière personne à déprécier un tel privilège. « C'est si important, ma chère, disait-elle à Lydia, qu'il y ait quelqu'un pour donner le ton à la petite famille que nous formons ici. Et personne n'est plus à même de le donner que Lady Suzanne, fille d'un grand seigneur et douée d'un caractère si résolu. Tenez, la chère Mrs. Henger, qui devrait remplir ce rôle, vous savez, en l'absence de Lady Suzanne, refuse absolument de se déclarer. » Miss Pinsent eut un reniflement de dérision. « C'est la nièce d'un évêque, ma chère. Eh bien, je l'ai vue, de mes yeux vus, céder sa place à table à je ne sais quel Américain du Sud pour leur faire plaisir, et devant nous tous. Un tel manque de dignité. » Lady Suzanne lui a dit son fait, du reste ensuite. Miss Pinsent jeta un coup d'œil sur le lac et rajusta ses frisons dorés. « Mais je ne nie pas, bien entendu, continua-t-elle, que l'attitude de Lady Suzanne ne soit parfois difficile à imiter pour nous autres. Mr. Grossard, notre excellent propriétaire, en souffre de temps en temps. Il nous l'a dit en confidence, à Mrs. Henger et à moi. Il est naturel, après tout, que le pauvre homme veuille remplir son hôtel, n'est-ce pas? Et Lady Suzanne est tellement difficile pour les nouveaux venus. On pourrait même dire qu'elle les condamne d'avance, par principe. Et cependant, elle a eu des avertissements. Elle a été tout près de commettre une effroyable erreur avec la duchesse de Levens, qui se teignait les cheveux, jurait et fumait. Miss Pinsent reprit son tricot en soupirant. « Il y a bien entendu des exceptions. Elle a eu tout de suite de la sympathie pour vous et pour Mr. Gannett. Ça a été remarquable, oui, vraiment. Oh, je ne veux pas dire que l'un ou l'autre. Non, bien entendu. C'était parfaitement naturel. Tout le monde vous a trouvé si charmant, si intéressant, dès le premier jour. Nous savions d'abord que Mr. Gannett était un lettré par les revues que vous receviez. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Lady Suzanne, je ne veux pas dire, comme Mrs. Henger, qu'elle a tellement de préjugés contre les nouveaux venus, mais elle est tellement disposée à ne pas les aimer que nous avons tous été surpris de la voir vous accueillir ainsi, je l'avoue. Miss Pinsent lança un coup d'œil significatif par la longue allée de laurier-thym. De l'autre extrémité, un homme et une femme venaient vers Lydia et vers elle. Dans le cas de ce couple-ci, c'est tout différent, j'en conviens. Ces gens-là ont contre eux les apparences, mais, comme dit Mrs. Henger, on ne peut rien affirmer de positif. Elle est très belle, hasarda Lydia, en tournant les yeux vers la femme qui, sous le dôme d'une ombrelle éclatante, montrait la taille exemplaire et le teint merveilleux d'une chromo de Noël. « C'est le pis de son affaire. Elle est trop belle. » Après tout, ce n'est pas ta faute. Et il y a des femmes qui s'arrangent pour ne pas l'être, dit Miss Pinsent d'un ton sceptique. Mais ne trouvez-vous pas Lady Suzanne un peu injuste, étant donné que l'on ne sait rien d'eux? Mais ma chère, c'est justement ce qu'il y a contre eux. C'est infiniment plus fâcheux que n'importe quel renseignement précis.
Lydia songea qu'en effet, dans le cas de la belle Miss Linton, cela pourrait bien être vrai. « Je me demande pourquoi ils sont venus ici, dit-elle d'un ton rêveur. Cela aussi est contre eux. C'est toujours mauvais signe quand les gens voyants viennent dans un endroit tranquille. Et ils ont amené des fourgons entiers de caisses. Sa femme de chambre a dit à Mrs. Hanger qu'ils avaient l'intention de rester un temps indéfini. Et Lady Susan lui a vraiment tourné le dos dans le hall. Ma chère, elle a dit qu'elle le faisait pour le salut commun. À cela, il n'y a pas de réplique. Mais ce pauvre grossard est sans dessus dessous. Les Linton ont pris, vous le savez, l'appartement le plus cher, le salon en damas jaune qui est au-dessus de la voûte, et ils boivent du champagne à tous les repas. Elle se turent, tandis que passaient près d'elle Mr. and Mrs. Linton, celle-ci avec un front orageux et le menton provoquant, celui-là jeune, blond, avec la tête basse de l'enfant qui résiste et que sa bonne tire derrière elle. « Qu'est-ce que votre mari pense d'eux, ma chère ?» murmura Miss Vincent. Lydia se baissa pour cueillir une violette dans la bordure. « Il ne me l'a pas dit. »« Trouverait-il bon que vous leur adressiez la parole ? Je sais combien les Américaines, comme il faut, sont difficiles. Je suis persuadée que votre façon d'agir aurait de l'importance et même du poids auprès de Lady Susan. Chère Miss Vincent, vous me flattez. » Lydia se leva et ramassa son livre et son ombrelle. « Enfin, si l'on vous demande votre opinion, si Lady Susan vous la demande, il me semble que vous feriez bien de préparer votre réponse, » lui jeta Miss Vincent comme elle s'éloignait. Lady Susan ne modifia pas sa manière d'être. Elle ignora les Linton et sa petite famille pour employer l'expression de Miss Vincent, suivit son exemple. Mrs. Hanger elle-même convint que c'était obligatoire. Si Lady Susan devait aux autres de ne pas adresser la parole aux Linton, les autres devaient à Lady Susan de la soutenir. On trouva généralement commode à l'hôtel Bellosguardo d'adopter ce raisonnement. Quel que fût l'effet de cette action combinée sur les Linton, ce ne fut pas du moins de les chasser. Mr. Grossart, après quelques jours d'incertitude, eut la joie de les voir s'installer dans son appartement de gala avec tout un appareil de palmiers et de coussins qui annonçait un long séjour. Et ils continuèrent à faire une satisfaisante consommation de champagne. Mrs. Linton promenait ses toilettes de doucet à travers le jardin avec le même air de défi, tandis que son mari, fumant d'innombrables cigarettes, se traînait d'un air abattu dans son sillage. Mais ni l'un ni l'autre, après leur première rencontre avec Lady Susan, n'avaient tenté aucunement de faire des connaissances. Ils ignoraient simplement ceux qui les ignoraient. Miss Vincent le faisait observer avec un peu de rancune. Il se comportait exactement comme si l'hôtel eût été vide. Lydia fut donc désagréablement surprise quand, levant les yeux un jour qu'elle était assise dans le jardin, elle découvrit que l'ombre soudain projetée sur son livre était celle de l'énigmatique Mrs. Linton. « J'ai à vous parler », dit celle-ci de la belle voix chaude, mais un peu brusque, qui s'accordait si bien avec sa toilette et son teint. Lydia tressaillit. Elle, certainement, n'éprouvait pas le besoin de parler à Mrs. Linton. « Puis-je m'asseoir là ?» continua l'autre, fixant ses yeux outrageusement peints sur le visage de Lydia. « Ou bien avez-vous peur d'être vue avec moi ?»« Peur ?» Lydia rougit. « Asseyez-vous, je vous en prie. Qu'avez-vous à me dire ?» Mrs. Linton, avec un sourire, approcha une chaise et croisa l'une sur l'autre ses chevilles chaussées de bas à jour. « Je désirerais savoir ce que mon mari a dit au vôtre hier soir. » Lydia pâlit. « Mon mari, au vôtre ?» reprit-elle avec hésitation. « Ne savez-vous pas qu'ils se sont enfermés ensemble, pendant des heures dans le fumoir, après que vous êtes remonté ? Mon époux ne s'est couché qu'à 2 heures, et même alors, je n'ai pas pu tirer de lui un seul mot. Quand il veut être insupportable, il n'a pas son pareil. » Les dents et les yeux de Mrs. Linton jetèrent à Lydia un éclair persuasif. « Ne me direz-vous pas ce qu'ils ont raconté ? Je sens que je peux avoir confiance en vous. Vous avez l'air si aimable. Ce que j'en fais du reste, c'est pour son bien. Le pauvre garçon est si bêta. J'ai peur qu'il ne se soit fourré dans quelque pétrin. Si seulement il voulait écouter sa bonne vieille femme. »
Mais ils lui écrivent sans cesse et l'excitent contre moi, et je n'ai personne autre à qui m'adresser. Elle posa la main sur la main de Lydia avec tout un cliquetis de bracelets. Vous m'aiderez, n'est-ce pas? Lydia se recula, intimidée par son ardeur souriante. Je suis désolée, mais je crains de ne pas comprendre. Mon mari ne m'a pas parlé du vôtre? Les sombres sourcils de Mrs. Linton se froncèrent. Est-ce bien vrai? Lydia se leva. Oh, je vous en prie, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Il ne faut pas me ramasser comme ça. Ne voyez-vous pas que je suis bouleversée? Lydia s'aperçut qu'en effet, au-dessous de ses yeux radoucis, sa jolie bouche tremblait. « Je n'ai plus ma tête », gémit la belle créature en s'écroulant sur son siège. « Je suis désolée », répéta Lydia, s'efforçant de prendre un ton aimable. « Mais comment puis-je vous aider ?» Mrs. Linton releva le front vivement. « En découvrant... Allons, soyez bonne !»« En découvrant quoi ?»« Ce que Trévenat lui a dit. »« Trévenat ?» répéta Lydia effarée. Mrs. Linton mit sa main sur sa bouche. « Oh Seigneur, voilà que j'ai lâché ça. Que je suis bête. Mais je croyais que vous saviez. Je croyais que tout le monde savait. » Elle essuya ses yeux et se redressa. « Ne saviez-vous pas que c'est Lord Trévenat? Moi, je suis Mrs. Copp. » Lydia reconnut les noms. Ils avaient figuré dans un enlèvement sensationnel qui avait ému le tout Londres élégant 6 mois auparavant. Maintenant que vous voyez ce qu'il en est, vous comprenez, n'est-ce pas? Continua Mrs. Copp sur un ton suppliant. Oui, je savais bien que vous comprendriez. C'est pourquoi je suis venue à vous. Je suppose que lui, il a eu le même sentiment à l'égard de votre mari. Il n'a parlé à personne autre ici. Son visage redevint anxieux. Il est horriblement timide en général. Il dit qu'il souffre de notre situation. Comme si ce n'était pas à moi d'en souffrir. Mais quand il est en veine de bavardage, on ne peut pas savoir ce qu'il racontera. Je sens qu'il a ruminé quelque chose ces jours-ci. Et il faut que je découvre quoi. Il le faut dans son intérêt. Je lui dis toujours que je ne pense qu'à son intérêt. Si seulement il avait confiance en moi. Mais il a été si drôle ces jours-ci. Je ne sais pas ce qu'il peut comploter. Vous m'aiderez, n'est-ce pas, ma chère? Lydia, qui était restée debout, se détourna mal à l'aise. Si vous prétendez que je découvre ce que Lord Trévenat a dit à mon mari, je crains fort que ce ne soit impossible. Pourquoi impossible? Parce que je présume qu'il l'aura dit en confidence. Mrs. Copp la regarda incrédule. Eh bien, qu'est-ce que cela fait? Votre mari a l'air si gentil. Il est clair pour tout le monde qu'il est très épris de vous. Qu'est-ce qui vous empêche de lui tirer les vers du nez? Lydia rougit jusqu'aux oreilles. « Je ne suis pas une espionne !» s'écria-t-elle. Mrs. Copp sursauta. « Une espionne? Une espionne? Pouvez-vous employer un mot pareil? Mais non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ne vous fâchez pas, je suis si malheureuse. » Elle essaya d'inflexion plus douce. « Appelez-vous une espionne la femme qui en aide une autre? J'ai tant besoin d'aide. Je suis au bout de mon rouleau avec Trévenat. C'est un tel enfant, un bébé, vous savez. Il n'a que 22 ans. » Elle baissa ses paupières soulignées. « Il est plus jeune que moi, pensez donc. De quelques mois plus jeune. Je lui répète qu'il devrait m'écouter comme si j'étais sa mère. Est-ce que ce n'est pas vrai? Mais il ne veut pas. Il ne veut pas. Il a toute sa famille sur le dos, voyez-vous. Oh, je vois bien leur jeu. Ils tâchent de nous séparer avant que j'ai obtenu mon divorce. Voilà où ils veulent en venir. Au début, il ne voulait pas les écouter. Il me jetait leurs lettres pour que je les lise, mais maintenant, il les lit lui-même. Et j'ai idée qu'il y répond. Il est toujours enfermé dans sa chambre à écrire. Si je connaissais seulement son plan, je pourrais l'arrêter court. C'est un tel nigaud. Mais il est aussi très dissimulateur. Il a des moments où je ne le comprends plus. Mais je sais qu'il a tout dit à votre mari. Je l'ai vu hier soir au premier coup d'œil. Et il faut que je découvre. Il faut que vous m'aidiez. Je n'ai personne autre à qui m'adresser. Elle saisit la main de Lydia et la pressa frénétiquement. Dites que vous m'aiderez. Vous et votre mari, dites-le. Lydia tâcha de se dégager. Ce que vous demandez est impossible. Vous devez bien le voir. Personne ne peut s'immiscer dans cette affaire-là. L'étreinte de Mrs. Copp se resserra encore. Vous ne voulez pas? Vous ne voulez pas? Certainement non. Lâchez-moi, je vous prie.
Mrs. Copp la lâcha en éclatant de rire. « Oh, vous pouvez aller, parbleu. Je ne vous retiendrai pas de force. Irez-vous de ce pas dire à Lady Suzanne Condit que nous faisons la paire? Ou bien voulez-vous que je me charge de l'éclairer ?» Lydia restait immobile au milieu de l'allée, ne voyant plus son adversaire qu'à travers une brume d'épouvante. Mrs. Copp riait toujours. « Vous savez, ma chère, je ne suis pas méchante. Mais vous en exigez un peu plus qu'il ne faut en demander à une créature en chair et en os. C'est impossible, c'est impossible. Il faut que je vous lâche, oui. Vous êtes trop comme il faut pour vous mêler de mes affaires, n'est-ce pas? Mais, petite bête, la première fois que je vous ai vue, j'ai compris que vous et moi, nous étions toutes les deux affourées dans le même sac. Voilà pourquoi je me suis adressée à vous. » Elle fit un pas et son sourire se dilatait en approchant de Lydia comme une lampe à travers le brouillard. « Vous avez le choix, vous savez. Je joue toujours franc jeu. Si vous le dites vous-même, je promets de me taire. Eh bien, qu'est-ce que vous décidez ?» Lydia, machinalement, avait commencé de s'éloigner pour échapper à cette furieuse rafale de paroles, mais à cette sommation, elle se retourna et vint se rasseoir. « Allez, dit-elle simplement, je reste ici. » À suivre. À suivre.